Et c'est là que j'ai commencé à voir que mes attirances, elles étaient différentes. Et en même temps, je ne comprenais pas. Il y a eu de la question, pourquoi moi? Quand je regardais une fille, je la trouvais tout à fait belle. Je pouvais dire qu'elle était belle ou attirante, mais ça me déclenchait rien. Et un homme, quand je trouvais qu'un homme, il avait un beau dos, ça me faisait un truc. Je ne comprendrais jamais pourquoi un père, chair de sa chair, ou une mère, il jette ses enfants dehors. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Mickaël. Ça va ? Salut, ça va et toi? Donc Mickaël, c'est mon cousin et aujourd'hui, il vient nous raconter sa vie, sa venue en France, parce que du coup, avant, tu étais au Portugal. C'est ça. Et surtout, ton parcours dans la vie en tant que, du coup, personne de la communauté LGBTQIA+. C'est ça. J'ai toujours peur d'oublier moi, les j'ai lettres. aussi eu de mal. Je suis resté un peu encore en arrière dans la LGBT tout court. Oui, parce que du coup, il y a des mises à jour. C'est ça. Donc toi, comme on a dit, t'es né au Portugal Tout à fait. et t'as passé ton enfance là-bas. Jusqu'à mes 20 ans. Tout à fait. Comment ça s'est passé Comment c'est de vivre ton enfance au Portugal? Mon enfance en Portugal, c'était une enfance tout à fait normale en tant qu'être humain, pour me dire. Mais quand j'ai commencé à sentir mon attirance pour les hommes, c'est là qu'est venu un peu plus compliqué, tant vis-à-vis à mes collègues et vis-à-vis mes parents, surtout mon père. Mon père, il a senti assez tôt, il a jamais voulu, pas l'accepter, mais il a jamais voulu voiler la face. Et ça a commencé trop quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de manières. Et mon père, il s'est rendu compte, en fait, et il était beaucoup sur moi. Et ça m'en faisait encore fermer plus mon être. Mais beaucoup de manières, c'est-à-dire? Manière gestuelle, en fait, les manières, c'est quand tu as des petits gestes un peu plus efféminés que la norme masculine. Et donc, ça, vis-à-vis d'un père assez masculin, c'est d'une famille réservée aussi. Pour lui, c'était vis-à-vis la population, parce qu'on vient quand même dans une campagne de 600 habitants, donc il était pas avec une mentalité très retardée par rapport à la France. Et l'opinion des autres, c'était très important. À cette époque-là, dans les années fin de 80, début de 90, il s'est fait que parfois j'avais petites manières avec mes mains et tout ça, gestuelles. J'avais tout de suite mon père qui était derrière, qui m'attirait l'attention, arrête avec ça, ne fais pas ça. Et donc, je me voyais ma liberté d'expression s'enfermer de plus en plus et d'être pas bien avec moi-même parce que je me posais des questions. Quel genre de questions? En fait, quand je me suis rendu compte que j'avais vraiment une attirance par des hommes, j'ai une question qui était beaucoup dans ma tête, c'était pourquoi moi? Tu sentais comme une injustice un petit peu? Oui, oui, parce que j'avais cette différence et je la connaissais pas, cette différence. Je me voyais unique et je ne savais rien de l'homosexualité parce que j'avais pas cette éducation. Je n'avais pas cette information parce qu'au Portugal, avec 3 chaînes à la télé, où tu peux voir Friends, il fallait attendre 22 heures de soir. Donc, couture qu'en France, vous l'avez plus tôt que nous. Je connaissais pas du tout. Donc, pour moi, l'homosexualité, c'était aussi un mystère pour moi. Et effectivement, je regardais une fille, je pouvais lui dire qu'elle était belle, mais attirant sexuellement, j'avais aucune. Au contraire, quand je regardais un homme, ça me remontait des trucs en moi. Pas pareil qu'une femme, mais j'avais personne pour en parler. Et on commençait à entendre à l'école, tout de suite les insultes en mots. Comme on connaît tous en France. Je ne sais pas si je peux le dire en direct ou pas, mais les insultes généralisées, ce qu'on dit, et ça me faisait des pensées négatives. Des pensées négatives par rapport à toi ou ce que tu ressentais? Par rapport à moi, ce que je ressentais, je refoulais aussi cette partie de moi. Donc en même temps, c'est pour ça que je pense que j'ai cherché à attirer l'attention, je me posais de plus devant mes amis, de changer mon ton de voix, augmenter mon ton de voix pour dire je suis là.
Et avec le temps aussi, travailler mes gestes. J'ai essayé, quand je le sentais que j'avais certaines manières, même une petite marche un peu plus efféminée, je me remettais tout de suite en place. Et Ouais, t'essayais de disais te camoufler en fait. exactement. Et j'ai essayé de prendre aussi des exemples des personnes comme de repères, des collègues à moi, des collègues de mon frère, comme des exemples, comment agir, comment se présenter à la société, quelle posture tenir, pas peut-être croiser la jambe pas souvent comme ça. C'est un truc à la con, c'est juste un croisement de jambes. Mais voilà, plutôt la mettre, coucher la jambe, ça fait plus masculin que le côté vertical. Les manières, quand tu parlais, utiliser moins les mains, parfois je me rendais compte que j'étais dans les gestes avec mes mains et donc je me disais, ah, non, c'est pas le moment où tu caches tes mains, donc je cachais mes mains aussi. Parce que c'est plus féminin aussi de parler avec les mains. Non, c'est pas plus féminin, mais il y a des certains gestes que féminins, c'est, on a l'expression jouer au basketball, tu vois. Donc ça, c'est connu comme des gestes, des manières quand tu parles, un peu féminin vis-à-vis un garçon. Ok, je savais pas. Voilà. Et ça, au Portugal, quand tu avais des gamins comme ça, c'était direct. Ils se prenaient tout de suite à la réflexion. Lui, voilà. Lui, c'est un Malikash. Malikash, c'est qu'on peut traduire par le petit PD, quoi. Super sympa. Voilà, c'est ça. Ça, et après, toutes les insultes des plus grands, qu'on disait tout le temps ce mot à la bosse, mais lui, il aime les garçons, lui, il était ça, et toi, tu étais là, mais non, moi, j'aime bien les femmes. Donc, à la force, j'ai commencé à sortir avec des filles aussi. C'est marrant parce que en sortant avec des filles, en me forçant de sortir avec des filles, j'ai commencé à créer une attirance pour les filles qui moi-même, je voulais pas à la base. Tu sortais souvent avec des filles? J'ai pas, alors j'ai sortir avec une fille, j'ai eu qu'une dans ma vie. Après, j'ai eu des fortes à l'école. C'est tout. Et c'est ça ce côté-là que j'ai toujours gardé. Même en temps après d'avoir accepté mon homosexualité, c'est un truc à la force de travailler, d'embrasser des filles. C'est un truc qui m'a toujours plu, mais sans m'apporter pas plus que ça. Donc en fait, c'est comme si tu t'étais forcé, entre guillemets, à agir comme un hétéro. C'est ça. Et à me faire apprécier aussi. Parce qu'en fait, à part d'être homosexuel, j'étais aussi surpoids. Donc, à niveau popularité à l'école, j'avais aucune. Et donc, je cherchais à plaire de toutes les façons. Donc, c'était pas une attirance par les homos, c'était aller envers les filles. Et suivant mes collègues, ou ce qu'ils faisaient à l'école pour draguer les filles, moi, je le faisais aussi. Et du coup, tu imitais un peu ce qu'il y avait autour de toi pour te fondre dans la masse. Et c'était ça, surtout pour avoir ces réflexions. Parce que je voulais pas être le mec, le différent de l'école. Je voulais pas être celui-là qui essaierait à pointer d'un doigt tout le temps, à avoir des insultes. Et donc, il fallait que je me crée une défense et que je montre, en fait, je me justifie auprès de la société qu'en fait, non, c'est que des paroles en l'air. Et moi, j'aimais que les filles. Vous avez vu, je me suis tapé une fille. Vous avez vu, je me suis fait appeler à l'école parce que j'arrête pas de courir derrière les filles et tout ça. Mais toujours en cachant. Même quand j'entrais dans les vestiaires des hommes, je me suis mis une règle, c'est que je me déshabillais pas devant les hommes et je prenais mon sac et je sortais direct. Pourquoi tu te déshabillais pas devant eux? Parce que à 14 ans et tout ça, être attiré par un homme, c'est pareil qu'être attiré par une femme, sauf que le sexe, il est différent. Donc, quand tu es attiré par une femme, tu regardes la personne. Un homme, c'est pareil. Tu vas chercher dans la partie du corps de la personne ce que t'attire. Donc, moi, je voulais éviter que tous les gens ils se rendaient compte que moi, j'avais des regards sur un ou deux mecs qui me plaisaient dans le groupe. Et donc, comme je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui était taquiné dans l'école, des petites blagues et tout ça, moi, je voulais pas du tout ça pour moi. Donc, moi, je prenais mes affaires et je sortais tout de suite. Et comment justement t'as su que... Enfin, ça a été quoi le déclic pour où tu t'es dit, ok, oui, je suis peut-être vraiment attirée par les hommes? Ça a commencé vers mes 9 ans. Et c'est quand j'ai un truc à la con, un truc qui me plaît dans la part masculin d'un homme, c'est le dos. Les dos, je trouve une beauté chez les hommes. Et c'est ça que j'avais une fixette, en fait. C'est là que je me suis rendu compte. Quand je regardais une fille, je la trouvais
tout à fait belle. Je pouvais dire qu'elle était belle ou attirante, mais ça me déclenchait rien. Et un homme, quand je trouvais qu'un homme, il avait un beau dos, ça me faisait un truc. Et c'est là que j'ai commencé à voir que mes attirances, elles étaient différentes. Et en même temps, je ne comprenais pas. Et d'où la question, pourquoi moi? Oui, du coup, surtout que, comme tu le dis, avant, il n'y avait pas d'exemple. Il n'y avait pas d'exemple, il n'y avait pas un premier cas. Ouais, tu peux... Si je peux me permettre de le dire, bien sûr, il n'y a pas d'avoir premier cas en un deuxième cas, mais vu la mentalité qui était au Portugal dans ces années-là, l'homosexualité, c'était pas du tout bien vu, c'était pas du tout apprécié, accepté, et donc je ne pouvais pas avoir un collègue, donc je me dis, bon, lui, il a le courage d'assumer, donc je suis pas le seul, peut-être je pourrais faire comme lui. Et de ça, je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça tombe sur moi? Pourquoi je suis pas comme tout le monde? Pourquoi je suis pas comme mes cousins, comme mon frère? Pourquoi je suis pas attiré par les femmes et je suis attiré par les hommes, quoi? Et du coup, t'en as parlé à personne? Non. Alors, j'imagine bien que certaines personnes y en doutent parce que aujourd'hui, comme avant, comme aujourd'hui, bah, on sait très bien quand une personne, elle a... Alors, nous, les homos, on a tendance à dire qu'on a un guédard. Donc, on se reconnaît entre nous. Mais à certaines personnes aussi, ça se voit tout de suite que lui, il a pas attiré par des femmes, mais il a pas attiré par des hommes. Et ça se joue à quoi, à ton avis? C'est genre juste un instinct comme ça? C'est un instant, franchement, c'est un instant, ouais. C'est un instant. Et je sais pas, il y a une différence. Je sais pas, peut-être la manière qu'on s'apporte, la manière qu'on prend plus de soin de nous. Je sais pas, je pourrais pas dire, mais moi, je ne comprends pas cette intuition-là. Mais c'est vrai que on peut le dire s'il est attiré par hétéro ou homosexuel, oui. Et donc, au début, tu nous disais que dès le début, les gens voyaient que tu avais des manières et tout ça, enfin, du coup, surtout ton père. Est-ce que tu as l'impression que du coup, ils l'ont vu avant que toi, tu le comprennes? Je pense, oui. Mon père, surtout mon père. Et je suis quasi sûr parce que maintenant, je me rends compte pourquoi il était un peu plus sur moi que par rapport à mon frère. Surtout quand j'étais en public, à table, en train de parler, des trucs comme ça. Parce que moi, par rapport à mon frère, j'étais toujours plus ouvert et extroverti. Je pense pas, je crois que tu prononçais mal le mot. Extraverti? Extraverti, ouais, voilà, c'est ça, merci. En fait, quand j'étais entre mes 5 6 ans, mes expressions, elles étaient libres. Je faisais tout ce qui passait par la tête, que ce soit oralement, physiquement, tout. Je n'avais pas de conscience, en fait. Et donc, je me sentais bien. Et ça, j'ai perdu avec le temps jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à que j'arrive en France. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu as déjà vu des gens qui se disaient hétéros et toi, tu t'es dit non, je suis... Et toi, tu t'es dit non, je pense que t'es un gay refoulé? Un gay refoulé, non. Mais en soirée, oui. À la fin de la soirée, je suis sorti avec cette personne. Et tout au début, il refusait de l'assumer il était homo. Donc, il disait, ah, mais non, je t'apprécie bien, tu entretiens une bonne conversation et tout ça. Mais à la fin, bah, ça y est arrivé un truc. Voilà. Je me permets pas de dire aux gens parce qu'en fait, c'est pas à moi de le dire s'il est ou pas. Après, effectivement, quand on voit des commentaires, des trucs sur les réseaux, oui, par les actions et tout ça, tout basique et un cas général, c'est en général ceux qui frappent plus les PD que normalement, sur ce qu'on en assimile en psychologie, ces personnes qui sont refoulées, qui n'arrivent pas à s'assumer eux-mêmes. Mais je ne me permets pas parce qu'en fait, le coming out, c'est un truc privé et c'est à la personne lui-même de trouver le bon moment pour le faire. Et justement, toi, comment tu t'es dit, enfin, à quel moment tu t'es dit, je vais dire à tout le monde. Je l'ai fait salos. J'ai fait vraiment mochement. Mon coming out, il était horrible. Alors, vis-à-vis mes parents, ils étaient très horribles. Vis-à-vis le reste de la famille, bah, ça a été très simple. En fait, quand j'ai passé le cap de dire à mes parents, après, avec la famille, j'ai juste à dire, bah, enfin, j'ai dit à mes parents, voilà, j'assume. Pour ceux qui avaient un doute, voilà, effectivement, je suis homo, je suis attiré. Mais mes parents, c'était salaud. Je l'ai fait en appel. J'étais déjà en France, en fait. Et à ce moment-là, je sortais avec un garçon. Et je venais de quitter ce garçon. Et ça a été mon premier amour. Vraiment mon premier amour. Je faisais tout pour lui. Et ça m'a fait
très de mal. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, que l'homosexualité, c'est un truc qui m'appartenait. Et qu'en fait, je n'avais pas envie de cacher. Si je voulais continuer ma vie, il fallait que je me libère moi-même de ces chaînes. Moi, j'utilise cette expression parce que c'est comme ça que je me sentais à Portugal. Une bonne partie de ma personnalité, elle était enchaînée par des chaînes. Et en fait, j'étais tellement dans la tristesse, tellement dans la souffrance d'avoir peur de ces garçons. Et en même temps, j'avais cette envie de briser ces chaînes et de continuer ma vie dans un pays qui était plus libre. Il y avait plus de liberté d'expression, où les personnes elles étaient plus ouvertes d'esprit. Et donc, j'ai appelé mes parents, bourrés en plus. Et là, j'ai dit à mes parents, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous appelles? Et je lui ai dit, en fait, j'ai un truc à vous dire. Je suis homo, je viens de quitter un garçon, je ne suis pas bien, je suis dans mon mal. Ma mère, elle me demandait, je sentais que il y a un petit coup de froid qui est venu sur sa voix. Mais elle m'a continué à soutenir par des paroles. Et mon père, je ne m'appellerai jamais. Hein. Peut-être il est capable de nier aujourd'hui, mais je me rappelle toute ma vie la chose qu'il m'a dit. T'inquiète pas, prends ton souffle. Euh, Ça se guérit, t'inquiète pas. Ça se guérit? Ouais. C'est la vieille, ça se guérit, c'est vieux comme le monde. Dans le monde de LGBT, c'est que beaucoup de gens ils pensaient que c'était une maladie d'être homo. Et donc, ils disaient, t'inquiète pas, par la voix de Dieu, ou par des médicaments, ou par des psys, tu vas te guérir. Oui, parce que du coup, c'est pas normal, donc c'est une maladie. Exactement, parce que c'est une différence, et c'est pas une habitualité. Et après, je peux pas les rapprocher. C'est en même temps, c'est leur éducation. C'est leur éducation dans un pays où ils étaient retardés au niveau d'information, des préventions et tout ça. Donc, je peux pas non plus rapprocher à 100% mes parents pour ces actes-là. Je n'ai pas craigné ces mots et je l'ai dit, de toute façon, j'ai rien à guérir. Par contre, si vous voulez pas m'accepter, il n'y a pas de problème. Par contre, on coupe. J'étais très vache avec mes parents là-dessus. Je l'ai dit, par contre, aujourd'hui, je sais ce que je veux. J'ai quitté Portugal pour être celui que je veux être. Par contre, si vous voulez me suivre, c'est avec un grand plaisir que vous me suivez. Par contre, si vous voulez pas me suivre parce que vous voulez pas m'accepter tel comme je suis, on peut couper les ponts. Mais moi, je veux vivre ma vie. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait faire un coming out? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent les hétéros ne font pas de coming, je sais pas comment on dit du coup pour les hétéros, mais en gros les hétéros ils disent pas hey oh tout le monde je suis hétéro. Est-ce que tu penses que moi je pars du principe dans la société qu'on a aujourd'hui, on a plus besoin de ces coming out, que ce soit un hétéro ou en homo, en lesbienne, en n'importe quel non binaire. Il suffit juste de dire, non, moi je suis attiré par d'hommes, non, moi je suis attiré par des femmes. Et au final, le coming out, c'est un truc qui était avant nécessaire parce que les gens, ils étaient vraiment enfermés. Alors, c'est mon point de vue, hein, moi, niveau couture LGBT, je ne suis pas le pro, je ne suis pas diplômé. J'ai décidé de vivre ma vie avec les informations que j'ai, mais moi, je pense que le coming out, il faut arrêter de faire un coming out, que ce soit un hétéro, en homo, une lesbienne. Il faut arrêter. Chaque personne a son attirance. On est différent. De toute façon, on est différent. La coupe de cheveux, elle est différente. La taille de doigts, c'est différent. On a déjà des différences données par la nature. Donc, c'est juste encore une, mais c'est juste une orientation la reconnaissance de son identité. Voilà. Oui, c'est ça, pas besoin de faire une grande annonce. Non, pas besoin de faire une fête. Voilà, moi, c'est ce que je pense, pas faire une fête. Effectivement, on le dit, c'est parce qu'il y a cette éducation qui dit que un homme, il doit être avec une femme, il doit être avec un homme. Mais ça vient de tout notre passé et qui est en train de se casser avec les années. Et c'est tant mieux. Mais effectivement, avant, on a toujours dit les filles elles étaient élevées pour rester à la maison, prendre de soins. On a réussi à casser ce stéréotype-là aussi. Pareil, maintenant, pour l'homosexualité, on n'a pas besoin de dire, quand les gens disent « Ah, mais en fait, t'es homo ?» Oui, mais j'ai pas besoin de crier sur les toits que je suis homo. Un hétéro, il le fait pas non plus, exactement. Donc, c'est juste ça. On va un peu revenir du coup à ta partie vie au Portugal, entre guillemets. Tu disais qu'à l'école, ça se passait pas bien parce que du coup, t'étais différent, entre guillemets. C'était juste des mots que tu disais ou... Alors moi, j'ai eu cette chance. Ouais, parce que connaissant des cas et des histoires des amis, des proches, j'ai eu cette chance de juste avoir des mots.
J'ai pas eu des actes physiques contre moi. J'ai pas été affiché. On m'a pas craché dessus. On m'a pas frappé. J'ai été frappé pour une autre circonstance, mais pas pour mon homosexualité. Mais j'ai juste eu les paroles. Et même parfois, les paroles, ils font plus mal que certains actes. Oui, c'est suffisant des fois pour se détruire plus qu'un coup de poing. Ouais, mais après à l'école, surtout au collège, parce qu'en la primaire, on pensait pas beaucoup à ça, hein. On était là, on était content à courir derrière un les autres, à jouer au saut des sacs de pommes de terre, au football, à marelle et tout ça. Mais c'était plutôt au collège. Mais j'ai eu une grande chance, c'est que mon frère était populaire à l'école, et donc j'ai pu être protégé un peu pour cette popularité. Et en fait, quand j'ai entré à l'école, j'étais coincé dans un coin de l'école. Et là, j'ai eu deux grands garçons de la dernière classe qui cherchaient à m'embêter et tout ça. Et j'ai juste un pote de mon frère qui est passé. Ils ont juste prévenu, faites attention, la personne que vous cherchez à embêter, c'est le frère à Ricardo. Et donc, on m'a lâché tout de suite. Et à partir de là, ça a resté enregistré dans les murs de l'école et on m'a plus jamais embêté. Ah, t'avais Ouais, un petit donc c'est pour ça bouclier. que je dis que, alors, que c'est pas parce que j'ai eu peut-être un peu plus de chance que certains que ça a été aussi facile pour moi, parce que psychologiquement, ça a un grand impact quand tu as 12 et 13 ans. C'est après, tu apprends à travailler, à vivre avec ton homosexualité, à accepter tes gestes, tes paroles, tes choix et tout ça, mais quand tu as 12 ans et que tu comprends rien du tout et que tu as que des paroles contre toi et qu'on te met dans une case et que tu as un père qui dit arrête avec ça, fais pas ça, nanana, bah, ça joue. Oui, c'est Moi, compliqué. comme je dis, c'est pas parce qu'un gamin qui est né dans un berceau d'heures qui va avoir un parcours psychologique correct, hein. Né dans un quoi? Un bercé en heures. Ah oui, oui, ok. Oui, genre riche, Voilà, c'est ça. c'est ça, ok. C'est une expression portugaise, je pense qu'en France aussi. Peut-être je la prononce mal, En mais France, c'est né avec une cuillère en argent, ouais, en or dans la bouche. voilà, c'est ça. Ok, nous c'est avec un. Ok, d'accord. Et je connais même pas l'expression en portugais. Ouais, parfois je sors des expressions comme ça, les gens ils sont ah mais c'est génial. Et voilà. Mais peut-être c'est là, pas celle-là. Mais justement, donc après, t'es venu en France. Est-ce que Ouais. t'es venu en France parce que justement, tu voulais fuir ces chaînes, comme tu disais? Alors j'ai eu toujours un petit problème avec mon père. De fait déjà que mon père était beaucoup sur moi par rapport à tout cela. Et mon lien avec mon père, j'adore mon père, hein. J'ai rien contre mon père aujourd'hui, mais c'est des crises d'adolescents, hein. Parfois, on est contre un parent et tout ça. Et effectivement, à cette époque-là, j'aimais pas beaucoup l'attitude de mon père. Et donc, ça aussi, ça m'a beaucoup travaillé. C'est une des raisons pour laquelle c'était mon homosexualité et le lien que j'avais avec mon père à cette époque-là qui m'a fait sortir de là-bas. Que j'étais pas du tout bien. Donc, à ce moment-là, j'ai eu ma marraine au téléphone et qui habite en France, donc une sœur de ta mère. Et elle m'a dit, elle a senti bah, dans ma voix que j'allais pas bien du tout, et elle m'a dit, bah, parce que je pense que ma marraine elle le savait déjà. Et elle m'a dit, de toute façon, tu n'es pas heureux là. Viens, ma marraine, elle te donne un foyer, tu trouveras un boulot et tu prendras tes ailes et tu apprendras à voler en France et tout ça. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Après l'appel, la nuit elle est passée, je suis allé travailler, je me suis arrêté dans une agence, j'ai acheté un billet. Je suis allé travailler, le soir j'arrive, j'appelle ma mère, mon père et je lui dis, bah écoutez, moi je pars dans 15 jours. Ah ouais, c'était si rapide. Ouais, franchement, moi, mon choix était très radical et a été fait comme ça et je regrette pas du tout. Alors, vis-à-vis peut-être à ma mère parce que c'est une mère poule et ça, je pense que tu connais, ça te fait de famille. Ça m'a brisé une partie de mon cœur, mais ça a été le meilleur choix de ma vie. Et du coup, quand t'es arrivé en France, est-ce que tu t'avais des attentes un petit peu? Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand je suis arrivé en France, j'étais en couple avec une fille. La fameuse grande relation? Voilà, la fameuse longue relation dont j'étais avec une fille et j'étais imprécisé, j'ai jamais vu un garçon en dehors de cette relation. Et franchement, c'est une fille qui m'a su mettre bien et en confiance. Et donc, ça se passait hyper bien. Et donc, quand je suis entré en France, je lui ai dit, bah, je vais en premier et j'aimerais bien que tu me rejoignes. Et à ce moment-là, j'ai un cousin aussi qui est retourné en France. Et lui, il a fait pareil, il a ramené sa copine. Et j'avais dit à ma copine à cette époque-là, bah, vas-y, viens, mon cousin, il a fait ça. Nous, on peut faire la même chose. Tu peux continuer tes études. Moi, j'ai un travail. Et
dû à des problèmes personnels, elle n'a pas voulu monter. Et entre-temps, bah, relation à la distance, bah, ça marche pas trop. Et là, bah, on a fini la relation. Et là, je dis, tiens, pourquoi pas. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 1 an et demi. Voilà. Donc, c'était bien, quelqu'un que je vois encore aujourd'hui. Et je l'apprécie beaucoup. Et je suis très fier d'elle aussi. Et après de ça, c'est là que j'ai dit, tiens, pourquoi on ne va pas explorer ce côté-là? Donc en disant qu'à ce moment-là, à 20 ans, bah, je me considérais dans la case du bi. Oui, parce que du coup, tu avais quand même une relation avec une fille. Exactement, et même quand je sortais en soirée, bah, j'embrassais des filles. C'est un truc qui a toujours me plu, que j'ai arrêté de faire d'ailleurs, parce que c'était pas marrant. À 20 ans, ou peut-être dans ma tête, c'était un peu marrant. J'aimais bien ce jeu en soirée avec des filles. Mais ça passait pas plus de ça. Et après, là, j'ai commencé bah, je me suis connecté sur un site où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait connaître le Marais. Et de Marais, bah, j'ai connu le monde de la nuit, des boîtes homo et tout ça. D'ailleurs, très bon souvenir et merci aussi parce que c'est là que j'ai connu ma meilleure amie. Que ça fait aujourd'hui donc 17 ans que je suis en France, donc ça fait 16 ans qu'on se connaît et j'ai fait beaucoup de rencontres et là ça m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Justement, le Marais, c'était quoi comme expérience la première fois qu'il y est Bah, allé? le Marais, c'était une grande expérience pour moi parce que déjà, ça m'a permis vraiment de découvrir la personne que j'étais. Ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait des personnes qui m'appréciaient telle comme j'étais. Oui, donc tu as trouvé ta place en fait. Exactement. C'est-à-dire, j'avais pas ce besoin de faire cet effort-là, de marquer ma présence. En fait, les gens, ils m'appréciaient tel comme j'étais. Le fait d'embrasser un homme, ça ne les dérangeait pas du tout. Si j'avais une petite manière, ça ne les dérangeait pas du tout. En fait, tout ce qu'ils étaient vraiment intéressés, c'était par ma personne, par mes conversations, par mes idées, etc. Mais les soirées au Marais, bah après, dans le Marais, c'est que tu vois de tout. Tu as des hétéros ouverts d'esprit, qui savent te respecter. Autant toi qui vas le respecter parce que tu sais que c'est pas du tout son orientation et que tu peux créer des liens d'amitié avec des hétéros dans un endroit qui est censé être dédié qu'aux LGBT. Que tu trouves les drag queens, c'est là que tu connais le monde des drag queens, ces créatures de la nuit, comme on dit, c'est génial. Elles Oui, il y sont a plein de mondes différents en fait. Ah ouais, c'est ça. J'ai fait des connaissances, des liens, j'ai connu des personnes assez pas importantes, mais un peu connues dans le monde. Dans le monde général ou dans le Dans le monde monde... général, je sortais vite fait avec alors c'est pas un Français, mais c'était un Amsterdam, un joueur professionnel. Donc je me rappelle plus son prénom parce que je suis nul dans les prénoms. Mais non, mais tu connais beaucoup de gens et tu fais beaucoup de rencontres, tu fais beaucoup d'expériences aussi. Mais après, ça reste pareil que dans le monde tout à fait des hétéros. Sauf que les hétéros, s'il y a quelqu'un de drag queen contre, bah, elle va être un peu jugée, elle va être un peu pointée du doigt. Mais aujourd'hui, tu as des boîtes hétéros qui permettent déjà de casser ces codes-là. Tu as le Pacha à Versailles, voilà, il y a des drag queens dedans. Maintenant, les samedis, tout ça. D'ailleurs, j'ai une collègue qui travaille dedans. Et avec mon compagnon, il a travaillé, déjà fait une soirée, on a été bien reçus et tout, mais c'était une très bonne expérience aussi. Oui, parce que maintenant, de toute façon, c'est plus en mode... Enfin, tout ce qui est, comme tu dis, créature de la nuit, les drag queens, c'est plus... c'est vraiment un show maintenant, c'est pas juste une personne qui est jugée. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un show, mais après, merci à RuPaul aussi de donner cette image du monde des drag queens et apporter RuPaul. C'est un présentateur, c'est une drag queen la plus connue en américaine qui a eu le courage de. Tu sais qu'en Amérique, tu as une chaîne dédiée aux LGBT. Ah non, je savais pas. Je me rappelle plus le nom, je vais pas dire des bêtises. Et donc, il a créé l'émission Drag Race. Donc, c'est un concours des drag queens. Donc, qui font des épreuves, un peu comme La Maison des Secrets ou toute autre télé-réalité. Ils ont des preuves de couture, des théâtres, de chant, etc., de défilés, tout ça. Et à la fin, il n'y a qu'une gagnante. Donc, et ça a permis, ils vont dans la 20e saison, 21e saison, ça a permis de donner cette image des drag queens qu'avant, c'est ce qu'on appelait les créatures de la nuit, parce qu'ils avaient... Aujourd'hui, on a des drag queens avec plus de glamour, plus comédiens. Avant, c'était vraiment les créatures de la nuit avec l'exagération des perruques et le maquillage qui remontait jusqu'aux oreilles.
Et avec cette grande folie qui a été aimée de tout le public. Et ça, c'est... Moi, quand j'ai vu ça à 20 ans, je connaissais pas du tout. J'étais là avec mes yeux, avec plein d'étoiles, avec émerveillé par tout ça, quoi. Et de toute façon, tu as découvert tout un nouveau monde, en fait. Exactement, tout nouveau monde, mais un nouveau monde qui m'a montré aussi, bah, comme je t'ai dit, tu rencontres des hétéros, donc il y a la possibilité d'avoir toute cette communauté avec les hétéros, qu'on soit tous ensemble, sans se blesser par des mots, par des actes et tout ça. L'important, c'est avoir le respect mutuel entre les deux. Oui, c'est ça, tout le monde n'est pas malveillant, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est juste avoir la bienveillance et s'entraider un les autres. Parce que le reste, on est tout identiques. Comment tu arrives à faire des rencontres, toi, à cette Alors, ça époque-là? fait 7 ans que je suis en couple. Non, mais à cette Évitons de époque-là. faire des rencontres. À cette époque-là. Mais à cette époque-là, bah, alors, c'était avant les applications, ouais, je commence à être vieux. Il n'y avait pas le téléphone, les smartphones, ça venait de sortir récemment, il n'y avait pas du tout encore les applications. Donc, c'était par l'attirance, bah, c'était comme, c'était des regards. C'est vrai que c'était plus discret dans la rue, dans pleine journée, mais il y avait des regards qui se croisaient, mais c'est surtout la nuit. Après, voilà, tu es dans ta communauté, tu sais bah, qu'en général, s'il est dedans, c'est parce que il est aussi homo. Bah, s'il n'est pas homo, il va te dire non, je suis avec ma copine, ou je suis avec mon collègue, que lui, oui, oui, il est homo. Et, mais après, ça reste normal. Bah, en attirance, tu vas le voir, on salue, un ça va, deux verres, un bisou. De juste deux humains qui se rencontrent. Voilà, Au final. exactement. Et justement, avec la naissance des sites de rencontres et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu... ça n'a pas été un outil pour ceux qui voulaient... Enfin, pour les homophobes, on ne va pas se le cacher, avec des faux profils, etc. Alors, il faut savoir que les faux profils, ça existe toujours. Et pas spécialement un homophobe qui est derrière, un simple homo qui ne s'assume pas, qui a encore des difficultés à d'assumer ça. Ou c'est parce que peut-être lui, vis-à-vis à la communauté, peut-être il est en surpoids et qui ou son critère de beauté ne correspond pas au cas général et donc il se voit refuser un peu plus. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que nous, on est pareil, hein, comme un hétéro, on a des critères hein, sur la personne qu'on veut rencontrer, on veut créer des liens. Il y a des critères, il y a des critères de beauté, il y a des critères de physique, il y a des critères financiers pour certains. Mais voilà, il y a des personnes qui créent des photos de profil. On peut aussi créer, utiliser des photos des autres, juste par simple plaisir. Je ne pourrais pas dire, dire pour quelle raison. Je ne suis pas dans les pensées de ces personnes-là et je ne connais pas du tout leurs raisons. Mais il y a aussi pour ceux qui permettent d'insulter avec des propos racistes. Dans notre propre, et pourtant, ils sont comme nous. Parce que ce n'est pas parce qu'on est homo qu'on... C'est triste, hein, parce que nous-mêmes, on est déjà différents vis-à-vis de la généralité de la société. Et de trouver que ça a encore des différences encore dans notre communauté. T'en as subi, toi, De racisme, non. De racisme, non, mais j'ai des potes à moi ayant d'autres nationalités, oui. Et je trouve ça moche parce que déjà que nous, pendant des années, notre communauté, elle se bat pour être acceptée par la société, mais que de notre propre communauté, ça, le racisme, ça existe. Et après, voilà, c'est, comme on dit, parfois, c'est pas le même sujet. Mais moi, c'est ce que ça me... Personnellement, hein, je trouve ça dommage. Mais c'est déjà que vous êtes entre guillemets à part, si en plus à l'intérieur vous vous séparez, c'est un peu compliqué. C'est ça, parce que normalement, moi, c'est comme ça que je vois ma communauté, c'est la différence, mais c'est pouvoir aussi de liberté, d'être libre de notre pensée, d'accepter la différence, parce qu'au début, comme on entendait parler que les lesbiennes et les gays, parce que la marche des fiertés qui permettait, c'était pour battre par l'acceptation, nos droits à nous. Le droit de se marier, d'avoir des enfants, etc. Donc, on voit aussi que des personnes déjà que tu es différente, mais que tu as encore des différences derrière, je trouve ça dommage. Et est-ce que toi, tu as subi des agressions homophobes en général? Homophobe, non, mais j'ai eu une autre agression, mais c'est par refus de coucher avec. C'est-à-dire? Genre la personne, elle voulait pas de toi?
Non, c'est moi En fait, j'étais en soirée, très bonne soirée. J'avais rencontré quelqu'un très bien initialement. Et en fait, quand on s'est déplacé dans ma voiture, bah, en fait, il y a un truc, bah, j'ai pas senti le truc. Donc, le mec, il voulait aller plus loin et moi, j'ai pas senti. Et le mec, il a commencé à s'énerver contre moi en disant que je l'ai fait perdre son temps. Et moi, je disais, mais j'ai pas fait ton temps. On a passé un bon moment, mais moi, je veux pas aller plus loin. Tu peux respecter, j'ai pas envie plus loin. Et donc, le mec, et je le vois juste d'un coup, c'est lever sa main et me foutre un coup. Ah ouais, comme ça, Ouais, gratuitement. gratuitement, juste parce que j'avais dit non, que je voulais pas suivre. Et donc, à ce moment-là, j'étais garé, il prend même mes clés, il les jette à 300 mètres de la voiture et dit maintenant, débrouille-toi et pour rentrer chez toi. Et après, des insultes que je dirais pas en live, mais voilà. Sympa. La fin de Ouais, c'est soirée sympa. très nulle, du coup. C'est pas, moi, je connais aussi des agressions, des tentatives de vol aussi en pleine soirée, des mecs qui font passer par des homos en disant ouais, ça va, tu vas bien, t'es mignon, nanana, et pourtant ça, il te met la main en poche. Ah oui, genre les pickpockets, du coup. Exactement. Donc, moi, je connais des connaissances qui ont se vu même se faire draguer jusqu'à la fin. Le moment de mec, au point de l'embrasser, juste pour que le ramène chez lui, on l'a ramené chez lui, bah, il change encore des verres. Et comme le mec, il est déjà bourré au début parce que ça fait 4 heures qu'il est en train de boire, bah, en fait, le mec, par la fatigue, il s'endort et le mec, il profite, il ramasse tout, il se barre. Ah ouais, c'est des techniques très poussées, quand même. Ok, je savais pas qu'il y avait tout ça. Ah, il y a beaucoup de cas. Il y a aussi, donc, via les applications, il y a même ceux qui créent des faux rendez-vous pour frapper les homos. Donc, on est en 2025, mais la communauté, même aujourd'hui, on voit même la hausse d'agression envers les hommes, la communauté, pas que les homos, même bah, ça augmente. Au lieu de reculer encore de non, ça augmente de plus. On voit de plus en plus des cas. Mais c'est bizarre, normalement, ça devrait être l'inverse. Ouais, mais parfois, on a envie de dire que la vie, c'est comme un cycle. Oui, ouais, ça, Voilà, ça ça se revient toujours à calme, mais zéro. ça revient et tout ça. Ok. Mais bah, dis donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Non, mais après, moi, je pars du principe que, alors, de mon côté, moi, ce que vis-à-vis de la société, quand je suis arrivé en France, j'ai accepté tel que je suis, mais je n'ai pas aussi imposé mon homosexualité à la société. C'est mon point de vue, hein. C'est pas vous dire que tout le monde le a de faire. Chacun doit vivre son homosexualité tel qu'il le sent. Quand tu dis l'imposer, c'est-à-dire... M'imposer, c'est que même aujourd'hui, je ne me permets pas d'embrasser mon mec en public. Je me permets pas de donner la main de mon mec en public. Mais ça, c'est parce que c'est toi qui n'es pas démonstratif ou c'est juste parce que Non, c'est t'as parce pas que envie. juste que j'ai toujours cette crainte de me faire frapper dans la rue, parce que j'ai toujours habité bah, dans des quartiers un peu sensibles. Et j'ai eu cette peur-là d'être... en fait, j'ai pas envie de donner de la raison pour me faire agresser. Donc, pour éviter tout ça et de continuer à vivre tel comme je suis aujourd'hui, en couple et tout ça, bah, nous, je le fais pas. Après, en même temps, il y a un de ce côté-là, je pense que je n'ai pas non plus la nécessité d'être dehors en train d'embrasser mon mec. Mais voilà. Mais en principe, c'est ça. C'est donner la main et embrasser en public. Pour moi, même en famille. Même en Oui, c'est vrai que famille, je vous ai jamais vu je vous n'impose embrasser. pas, en fait. Pour moi, c'est déjà bon de m'accepter tel comme je suis. Mais après, je n'ai pas obligé non plus de les confronter pour ceux qui acceptent, mais sont encore restreints sur le sujet. J'ai pas envie non plus de se mettre à voir ça. Tu vois, tu comprends de ce que je veux Oui, dire? tu veux pas, bah, comme tu disais, tu veux pas l'imposer en fait. Oh, ouais, non, non, parce que c'est comme un hétéro. Vous êtes hétéro, bah, ok, il y a des hétéros qui s'embrassent dans la rue, ils se donnent la main, c'est plus souvent, mais il y a des hétéros aussi qui sont dans la rue, ils ne se montrent pas. Parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer cette affection. Ça reste quand même des actes un peu personnels. Oui, c'est un Ils n'ont lieu pas non public. plus. Oui, c'est ça. Parfois, on voit certaines personnes embrasser dans la rue, on dirait que c'est la fin du monde, quoi. Voilà. Mais non, mais pour moi, je pars du principe, voilà, déjà que la société elle a commencé à nous accepter et que voit que nous, bah, malgré nos choix sexuels, on reste des êtres humains tout à fait normaux, sans maladie, sans maladie contagieuse, sans
Ce sont des trucs comme ça. Je vais pas donner des raisons. Je suis pas obligé. Je sais pas. Je suis dans un restaurant. Peut-être j'ai un homophobe derrière moi jusqu'à maintenant, il est très élevé, très bien poli. Je vais pas le chercher à embêter parce que j'ai décidé de faire un bisou. Donc je vais pas chercher les emmerdes quand il n'y a pas. Mais ça, c'est mon point de vue, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont dire ah ben non, moi, les gens ils doivent se faire avec. Mais chacun avec son choix de vie. Et justement, est-ce que tu t'es directement senti inclus dans la communauté, vu que chacun a des vies différemment, ses choix de vie, tout ça? Est-ce que toi, directement, tu t'es senti, dès que tu as rencontré des gens comme bah, du coup dans le Marais, tout ça, est-ce que directement tu as trouvé ta place ou tu as dû travailler un peu pour te Non, trouver moi, à l'aise? j'ai toujours trouvé ma place, mais j'ai toujours. Alors, moi, je suis ouvert à tout le monde, donc moi, mes amis ne sont pas des personnes qui me ressemblent. J'ai un peu de mes amis dans le milieu gay, ça ressemble un peu de tout, hein. J'ai des amis, des connaissances un peu plus cuir, un peu plus masculin, plus sportif, un peu plus force de poids. Moi, j'ai pas. Mais après, effectivement, tu as dans la communauté bah, ces groupes qui se ressemblent beaucoup. C'est les beaux gosses avec les beaux gosses, les sportifs avec les sportifs. Et ça, tu vas en soirée tout de suite. Déjà, quand tu vois des soirées qui a des types de soirées différents, tu as. Alors, je dirais pas les noms parce que des soirées, mais tu as des soirées qui sont dédiées jusqu'au beer. Au beer, c'est les hommes qui sont un peu surpoids, avec des poils, les nounours, comme on les appelle. Et voilà, ils ont même des bars dédiés à ce type de population dans LGBT, comme tu as des places plus pour où tu vas trouver plus des pardon, tu vas trouver plus des drag queens en scène, etc. Mais comme tu as des soirées où tu vas trouver, eh ben 98 de la population dedans, c'est qu'il y a des mecs sportifs, baraqués, 1,80 m, beaux gosses, avec des métiers de cadre, et voilà quoi. C'est un peu comme au lycée, genre chacun a ses C'est ça. En catégories. fait, oui, c'est ça. Tu as les trucs comme ça. C'est ça que je trouve en même temps, genre, je trouve dommage, mais en même temps, je trouve très marrant. C'est con, mais voilà. Même quand si un jour tu fais la prête, c'est pareil. Tu as les chars pour tout. Tu vois, les chars pour tout. Tu as les chars des biches, les chars des trans, les chars de tout. Parce que chacun, on est là pour défendre notre côté à nous. De l'évolution de drapeau LGBT, le nom LGBTQA+, mais moi, je sais pas, c'est la honte pour pour un mot, mais voilà quoi. La preuve que moi, j'emmène ma vie tout à fait normale, hein. Mais pour ceux qui veulent s'intéresser par l'histoire de la communauté, elle est très intéressante. Je suis très nul et je me suis déjà dit que je me devais intéresser un peu plus parce on a tous nos intérieurs qui sont battus pour nous, des manifestations qu'ils ont souffert. Et ça, on a beaucoup de gens qui sont battus pour notre communauté, tout ça, et c'est intéressant. Mais justement, hier, c'était bah, du coup, c'était la C'était la Pride. Pride, ouais, c'était génial. C'était bien. Ouais, après la Pride, ça reste quand même un. C'est bien parce que t'as tous les gens, ceux qui te soutiennent dehors, tu as ceux qui sont là pour soutenir leurs enfants. J'ai vu des placards où on est fiers de nos enfants et ça fait plaisir de voir qu'en fait que les parents, il faut pas oublier, c'est vos enfants. C'est pas parce qu'il a un choix différent qu'il faut le rejeter, votre enfant. Et je comprendrai jamais. Et là, je dis merci à Dieu par expression. Mais merci à mes parents de me continuer à aimer comme ils m'ont toujours aimé, qui m'ont pas mis mon compagnon à part, qui traite pareil, qui m'appelle toujours, qui me dit bah tu me manques, je t'aime et je comprendrai jamais pourquoi un père cher de sa chair ou une mère jette ses enfants dehors. Je ne comprends pas. Mais justement, toi, tu disais tout à l'heure que là, enfin, tu nous expliquais la réaction de ton père. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ah, aujourd'hui, ça va mieux, mais parce qu'il a fait un travail. Mes parents, ils ont fait un travail. D'ailleurs, ma mère, elle m'a toujours dit, j'ai du mal à comprendre, mais t'es mon fils, tu resteras mon fils, je t'aimerai tel comme tu es, mais malgré ma difficulté, mais t'inquiète, j'apprendrai. Et c'est ça de la fierté de ma mère, sachant que ma mère, elle n'a pas d'études.
Ma mère, elle a fait la deuxième de la classe, elle a arrêté, elle est partie travailler au champ. Et c'est une mère qui a cherché à comprendre. Ok, peut-être je la vois pas encore faire la prête avec moi, mais c'est une femme aujourd'hui, bah, quand elle parle de moi, elle parle de la même fierté qu'elle parle de mon grand frère qui est marié avec 2 gosses. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est génial qu'elle a cherché à se renseigner, à savoir. Et moi, j'ai juste dit à mes parents, vous inquiétez pas, j'ai juste une orientation différente. Par contre, le reste, je reste le même. Le bonjour, le merci, le avoir que vous m'avez appris, bah, je l'ai toujours. Donc aujourd'hui, peut-être, au lieu de vous ramener une fille, je vous ramène un garçon. Mais le garçon, bah, je veux qu'il a les mêmes valeurs que moi. Je veux qu'il a les mêmes... pas les mêmes désirs que moi, les mêmes envies d'évoluer dans la vie que moi. Un garçon qui vous accepte, ou un garçon que vous pouvez accepter aussi. Et ça, c'est la fierté aujourd'hui, surtout de ma mère, parce que je sais que mon père, malgré tout, il a encore un peu de mal. Mais ma mère, aujourd'hui, il taquine Angelo. Il y a 2 ans, on était au Portugal, il s'est tourné vers lui, il a dit t'as intérêt de prendre bien soin de mon fils, sinon je vais Ton Voilà, compagnon, du coup. voilà, exactement, mon compagnon. Donc. Et ça, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est ma mère d'avoir instruit là-dessus et de comprendre le pourquoi. Est-ce que tu penses justement que tu as permis d'aider à certaines personnes à s'ouvrir à ce sujet? Oui, surtout à ma mère. Ça lui a permis de montrer qu'en fait, il faut pas, c'est pas parce qu'on a une éducation différente que ça faut pas évoluer. Parce que la vie, elle évolue. Aujourd'hui, bah, moi, je suis né en connaissant le gay, la lesbienne et le transsexuel. Mais aujourd'hui, je commence à connaître aussi les non-binaires, le non-genré, les asexués. Et c'est des choses que j'avais pas non plus dans ma culture jusqu'à mes 23, 24 ans et que j'apprends aussi. Et donc, effectivement, venant dans les fins des années 90, je dois travailler aussi sur moi, comme plein de sujets. Et ça, c'est important. Ce que les gens ils disent, c'est tu as été une éducation, mais cette éducation, il faut continuer à l'alimenter. C'est un peu comme l'école. Quand tu as tes diplômes, il ne faut pas juste fermer les livres en disant que j'ai des diplômes. C'est un peu ce que je fais dans mon métier. Je suis dans le monde un peu je suis dans le monde de droit de travail et c'est pas parce que j'ai terminé mes études que je dois pas constamment de me actualiser des actualités. Et ça, c'est mon point de vue pour tous les points de la vie. Il faut pas s'enfermer, on se juste arrêter dans un truc qu'on a appris. Il faut chercher à améliorer, comme la médecine. On doit tous évoluer. Si les médecins ils seraient restés sur les anciennes procédures d'opération, bah, on n'aurait pas eu toutes ces technologies, ces nouveaux moyens d'être opéré. On passe des sécrétistes comme ça à des petits 2 points pour faire la même opération. Ça, c'est pour moi, c'est la même vision pour n'importe quel type de sujet, que ce soit l'homosexualité ou n'importe quel autre sujet. Il faut apprendre à passer au-delà de ces barrières. Et franchement, c'est super important de s'ouvrir, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et à voir Mais qu'on oui, et doit ça être t'apporte ouvert. des trucs. Ça t'apporte des trucs. Et pour moi, c'est la meilleure école, c'est ça. Pour moi, l'école qu'on a, c'est très bien pour la base, mais la vie, c'est la meilleure école. Et donc, tous les sujets à part, c'est bien de les étudier, de les comprendre, parce que on ne sait pas où ce que passe dans la tête. Quand tu as un garçon qui ne se sent pas bien de sa peau juste parce qu'il se sent différent pour X des raisons, bah, c'est comme une personne hétéro qui a un problème avec un alcool. On ne sait pas pourquoi la raison qui l'emmène à boire, qui passe de trucs. C'est comme les homos. Moi, il y a un an, j'ai appris une connaissance. Et quand je le voyais, ça allait tout bien. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête. Peut-être juste le fait d'être là avec un membre de la famille qui ne l'accepte pas, ça peut l'impacter psychologiquement et le faire de mal. Oui, bah, surtout comme tu disais, des fois des mots, ça peut être très violent. Moi, ça a été toujours les mots. À la limite, alors, qu'on me frappe, je dis ça me fait mal, mais ça se guérit. Mais c'est surtout les mots. Moi, je sais que les mots, ça a un grand impact psychologiquement chez moi. Je vais te proposer une petite activité. On va faire un petit vrai ou faux Ah. sur ce que t'as. Je vais dire des trucs et tu vas me dire si pour toi tu le penses vrai ou faux. Et justement, la première question c'est j'ai été plus blessée par le silence que par les insultes. Vrai. Le coming out ne libère pas, il déplace juste le poids.
Faux. Il faut parfois partir loin pour pouvoir exister. Parfois? Oui. Je me suis déjà demandé si j'aurais préféré être hétéro. Oui. J'ai déjà eu honte d'un homme que j'aimais. Non. Quand on vient d'un milieu rural, on ne guérit jamais complètement du regard des autres. Ah non. Je ressens encore le besoin de me justifier même aujourd'hui. Non. Je me sens plus libre, mais pas forcément plus heureux. Ah, tu peux répéter? Je me sens plus libre, mais pas forcément plus heureux. Ah, faux. Non, je l'ai deux. J'ai 100% confiance en moi. Ok, bah du coup, c'est fini. Je voulais juste revenir sur le truc du coup de la ruralité. T'as encore le poids du regard Oui. sur toi? Ouais. Mais c'est juste parce que tu viens d'un milieu où tout le monde te jugeait, ou c'est juste Parce en qu'il y général? avait le jugement, il y avait encore cette ancienne coutume de la société, que c'était le regard des autres. C'est au Portugal, je te jure que dans les débuts des années 90, le fait d'être homo, différent, ou être, à pas avoir les moyens, ça avait un impact dans la société où j'habitais. Et ça, aujourd'hui, c'est... Oui, mes actes et tout ça, aujourd'hui, le regard des autres, c'est très important pour moi, oui. Est-ce que tu le ressens encore, ce regard de ces gens-là, quand tu retournes au Portugal? Non, parce que je reste pas autant que ça. Je ne cherche pas à rester autant dans mon village. Je dors dans mon village, mais dans la journée, je me balade. Oui, donc, Donc, et quand je suis dans le village, je vais juste voir les personnes qui m'apportent quelque chose. Le reste, ça m'intéresse pas. de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que ça faut faire? Ouais, je dirais ça, oui. En fait, il faut s'entourner juste des personnes qui te permettent d'être bien. Exactement. Moi, il y avait une question que je me posais, c'est que je sais qu'il y a plein de personnes de la communauté qui parlent souvent de la PrEP. Et Yes. je voulais savoir ton avis sur ça. Oh, mon avis. Alors, la PrEP, c'est très bien. Vis-à-vis le VIH, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut peut-être juste, si tu peux expliquer ce que c'est? Alors, je l'apprends pas, donc je me suis pas vraiment renseigné. Je connais les grandes lignes. Ouais, je suis pourri. Ouais, je sais, je suis nul là-dessus. Non, en fait, la PrEP, c'est un médicament, c'est un traitement en fait qui permet d'aujourd'hui de contraindre le VIH pendant les actes sexuels. C'est-à-dire que c'est un petit médicament bleu que tu dois prendre selon, comme il y a deux façons de le prendre, de ce que j'ai compris. Ou tu prends 2 heures, je crois que c'est 2 heures avant l'acte sexuel, et ça te permet de coucher avec une personne sans protection. Ou tu le prends tous les jours à la même heure, et comme ça, tu n'as pas l'oubli de le prendre 2 heures avant le truc. Ça te permet, c'est-à-dire, ça va prévenir pendant l'acte, même si tu couches avec quelqu'un qui est contaminé par le VIH, ça te protège de VIH. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je pense que c'est une très bonne évolution vis-à-vis de la lutte contre le VIH. Cependant, ce n'est pas une solution pour laisser tomber la capote. Oui, c'est Car ce que j'allais dire, oui. on n'a pas que le VIH. Effectivement, le VIH est la maladie qui touche plus la population. Mais il faut savoir aussi que depuis l'utilisation de la PrEP, il y a certaines maladies sexuellement transmissibles qui ont grimpé. Parce qu'en fait, comme il y a une médication qui permet la guérison derrière, donc les gens ils disent, bah, si je l'attrape, comme la grippe, j'ai eu la grippe, bah, je vais acheter des médicaments et point final. Mais moi, je suis pas d'accord parce que tu mets en danger bah, la vie de tout le monde, quoi, en fait, avec celui-là que tu as en contact et même avec ton corps. Ce n'est pas un peu bien pour ta santé, on va dire juste pour le plaisir d'avoir un acte sexuel non capote, parce que, disons la vérité, que tout le monde le connaît, un acte sexuel sans capote, c'est plus agréable qu'avec capote. Que ce soit une femme, un homme, c'est pareil. Mais au-delà de ça, bah, il y a d'autres maladies, hein. Il y a la syphilis, il y a le grand crux, il y a plein de maladies dans ce transmissible. Et en plus, pour ceux qui sont bisexuels ou qui ne s'assument pas et qui continuent à entretenir des relations avec d'autres personnes de l'autre sexe et qui ne veulent pas assumer, ne tombez pas dans le piège de la PrEP, continuez à mettre la capote, c'est le plus important parce que ça ne sert à rien d'aller filer d'autres maladies juste par ton propre plaisir sexuel. Je viens de poser une question, c'est... Alors, juste pour finir, Vas-y. je ne suis pas contre la PrEP, je suis pour la PrEP, je suis juste contre la façon que les gens ils utilisent la PrEP. Oui, faut pas que ça annule les capotes, en fait. Voilà, c'est ça.
Du coup, moi, mon autre question, c'était, tu parlais des personnes qui avaient des relations avec les deux sexes, du coup. Je me suis demandé comment tu l'as vécu, ton passage, du coup, de ta sexualité avec une femme, de ta sexualité avec un homme. C'est génial avec un homme, mais je vais me faire insaudier par les hétéros. On disait, mais comment c'est pas possible? Pour moi, c'est vrai qu'un sexe avec une femme, ça m'apportait pas autant de plaisir comme un homme. Mais du coup, ça t'a pas, même si même si t'avais envie d'avoir un rapport avec un homme, est-ce que ça t'a pas fait un peu bizarre au début? Avec un homme? Oui. Bah non, il faut savoir que j'ai eu mes premiers actes vers mes 12 13 ans. Ah oui, quand même. Voilà, donc oui, donc c'est vrai qu'on commençait tôt. Et on commençait tôt avec en plus des personnes qui étaient plus âgées que toi. Et c'était pas évident en même temps. Plus âgé, combien à peu près? 2 3 ans de plus vis-à-vis à toi. Donc en fait, c'était des personnes qui, en général, c'était des collègues à mon frère. Ok. Ceux qui te protégeaient à l'école. Ah non, pas du tout. Non, c'est ceux-là qui me taquinaient plus en plus d'ailleurs. On Ah, revient sur le sujet de les homorofilés. Voilà, peut-être c'était des personnes à cette époque-là. Ou peut-être ils étaient à la découverte de sa sexualité, ça peut être ça aussi. Mais non, mais tu te trouvais dans un point où toi-même tu te laissais faire parce que tu voulais connaître ce monde-là et vraiment peut-être même découvrir ta sexualité. Mais en même temps, tu avais ce petit... tu sentais ce forcing. ah, c'était pas consenti. Non, au début, c'était pas consenti tout à fait. Parce que, alors, je pense quand tu couches avec quelqu'un, je parle pour moi bien sûr, mais parce que tu n'as plus le choix, c'est plus de consentement. Oui, bah, oui, non, c'est clairement pas consenti. Je sais pas si je me fais comprendre là ou pas, mais pour moi, c'est plus de consentement parce qu'en fait, c'est ta, c'est ta seule solution pour découvrir ce monde-là. Mais peut-être la personne, elle t'attire pas vraiment. Mais tu dis, ok, j'ai plus rien. Et si j'y vais pas, je sais pas en fait si je suis vraiment attiré par un homme ou par une femme. Oui, il y a ce blocage psychologique, pardon, qui te dit, bah, c'est obligé, en fait. Bah, et que tout au début, tu es là à dire non. Au début, tu es là non parce que tu es déjà dans ta tête cette petite guerre entre est-ce que je le suis pas? Est-ce que je vais le faire, je vais le faire pas? Donc déjà, à ces débuts-là, tu as ce petit non, on va pas le faire et enfin, on le fait. Oui, surtout qu'en plus, comme tu dis, t'étais jeune, donc t'avais pas forcément la conscience de te dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je pense qu'à 2 ans, on a déjà conscience de ce qui est bien pour nous ou pas. Moi, je parle pour moi. Hein. On a tendance à dire qu'un enfant de 2 ans, il sait pas qu'est-ce qu'il veut. Mais je pense pour certains sujets de notre vie, surtout quand ça touche notre corps, je pense qu'on est assez conscient pour savoir si on le veut ou pas. Moi, c'est juste dans cette phase-là, c'est ce mélange-là de ce je le fais, est-ce qu'il va pas en profiter, ce qui arrivait par la suite? Parce qu'en même temps, quand on n'était pas à ce moment en solo, bah lui, ça le gênait pas de sortir ses mots homophobes devant tous les autres. Mais quand on se retrouvait les deux, bah, il voulait encore. Ouais, Donc, et toi, comme tu étais dans un bled perdu de 600 habitants, bah, la seule personne qui, soi-disant, voulait de toi, c'était lui. Donc, tu fermais ta gueule et tu consommais, quoi. Ah, donc c'est une relation toxique, en fait. On va dire oui. Parce qu'en fait, c'est là que j'allais trouver mon plaisir. Mais m'a découvert en même temps, mais c'était le même qui me permettrait de savoir si c'était vraiment ce que je voulais ou pas. Mais après, j'avais toutes les conséquences derrière. Ouais, c'était compliqué comme C'est compliqué, situation. oui, c'est compliqué parce que là, dans ta tête, t'es pas bien. T'es pas bien. Tu te sentais coupable ou pas d'être dans cette situation? Oui, Parce que tu t'es dit que c'est de ta faute. un peu, parce que j'aurais pu dire non tout court. Mais je savais qu'en même temps, ça me permettait d'aller plus loin de ce que j'étais, de que je suis. Mais en même temps, je savais qu'après, j'allais être confronté par des mots que ça me plaisait pas du tout. Mais du coup, quand t'as eu ta première bonne relation avec un homme, est-ce que t'avais dans ta tête, tu te disais que ça allait être pareil ou pas? De ce que ça allait être Paris? Non, pareil, dans le sens où bah avant Non. c'était un peu Non, fort. parce que non, parce que comme il y avait ce côté de non, mais je veux,
Il n'y a eu pas ce forcing à 100% dont il m'a vraiment forcé. Et on va au mot que je ne vais pas dire, mais on va jusqu'à là. Mais parce qu'au fond de moi, il y a une grande partie qui le voulait. Mais par contre, quand j'ai eu ma première relation avec un mec dont j'étais conscient de ce que je voulais et de ce que je voulais faire, bah, c'était pas pareil que quand j'avais 12-13 ans, ça c'est sûr. Mais c'était mieux. Et même plus tard, hein, après, ça reste, tout dépend de ton partenaire. Tout dépend de tes partenaires. Je me rappelle très bien, une fois en soirée, c'était ouf. Il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de quoi que ce soit, il y a eu juste la respiration et du tactile, et c'était génial. Voilà. Les soirées, ça se passe comment genre, parce que tu sais, on a le cliché de il y a de la drogue, tout ça, etc. Ça La drogue, ça elle est part dans tous les partout. sens. La Oui, bon, drogue est ça. partout, mais après, Ouais. je ne vais pas vous cacher que dans notre milieu, on est quand même des consommateurs de Haribo, quoi. Donc, C'est bien dit. on consomme, mais il n'y a pas que ça, hein, heureusement. Hein, mais si on consomme, peut-être faut savoir le pourquoi les gens ils les consomment. C'est peut-être. Est-ce que c'est pour oublier du coup le Bah, reste? est-ce que c'est pour oublier? Est-ce que c'est pour avoir confiance en soi-même? Moi, je connais des personnes qui ont fait une beauté, il y a encore des sportifs tout à fait sympathiques et pourtant ils n'étaient pas bien dans leur tête parce que derrière eux, bah, ils ont été rejetés par la famille. Ils étaient tout seuls à Paris et donc ils avaient que ce monde-là pour leur confort de 4-5 heures à manger des haribots, à danser, à boire. Mais c'était le moment où ils trouvaient cette paix en eux-mêmes. C'est pas une excuse et c'est pas une raison pour le faire. Mais comme j'ai dit, on sait pas qu'est-ce que les gens ils ont dans la tête. Moi, franchement, quand en France, j'ai bu beaucoup, hein. J'ai été beaucoup alcoolisé. Je sais qu'à l'époque, bah, moi, par exemple, j'ai l'alcool triste. Tu sais qu'il y a, selon les personnes, on a l'alcool triste, le joyeux. Moi, j'avais l'alcool triste et même blessant envers moi-même. Aujourd'hui, je l'ai plus. J'ai Mais travaillé, mais c'est-à-dire, genre, tu t'auto-insultais à ce moment-là? je me faisais de mal même, au point de me faire de mal, oui. Ok. À cause du regard des autres. Je pensais des actes et des faits et des mots et je me disais, mais non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et même aujourd'hui, parfois, quand je me vais des potes à moi qui me filment et tout ça et que je me vois sur une certaine position ou une façon de rire, je me dis, non, mais là, c'est pas bon. Je vais penser que les gens, peut-être, il y a eu un acte de jugement, une petite moquerie, tout ça. D'où, tout Oui, à le l'heure, tu regard des m'avais... autres. Voilà. Donc j'y travaille, C'est mais un long chemin. c'est un long chemin, mais je peux être content. Je l'ai réussi à faire tout seul, hein, avec le soutien de mes amis et des membres de la famille. Mais je suis très fier de là. Et aujourd'hui, pouvoir accepter tel que je suis, là, c'était au boulot et tout ça, c'est la meilleure chose. Et ça m'empêche pas d'avancer. Bah, franchement, oui, tu peux être fier du parcours que t'as fait. Moi, je suis fier, hein. Peut-être pas certaines personnes, elles sont fières de mon parcours, mais moi, personnellement, je suis fier de mon parcours et je souhaite à chacun que n'importe quelle différence qu'il a vis-à-vis les cas généralisés, qu'il soit fier de soi-même, parce qu'il faut qu'on soit fier de nous. C'est le plus important. Qu'il soit fier par lui-même parce qu'il a réussi à faire le travail ou qu'il a un soutien psychologique ou qu'il a un appui d'un ami, d'un cousin, d'un truc. Mais il faut qu'il trouve sa source et tout. Il faut qu'il trouve sa fierté. C'est très important qu'on soit hétéro, homo, n'importe quelle ethnie. Il faut trouver sa fierté et son bien-être avec soi. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant de 9 ans, parce que c'est à 9 ans que tu as découvert À 9 ans, ton... par rapport à quoi? Bah, justement, par rapport... est-ce qu'un enfant, tu le guiderais, enfin, qui se pose des questions et tout ça, comment tu le guiderais, du coup? Oh, c'est une très bonne question. J'ai jamais eu le cas, donc c'est pas facile. C'est pas facile parce que tout- c'est compliqué pour moi de répondre à cette question. C'est compliqué parce que déjà, un enfant de 9 ans, c'est très sensible. Ça dépend si ça vient de lui, son intérêt par lui-même. Là, je pourrais parler peut-être de ma vie, de ce que j'ai pu vivre dans ma vie, mais juste si on m'invite dans une salle d'élèves, par exemple, pour en parler, ça, il n'y a pas de souci, mais quand on l'impose à un enfant, c'est très compliqué pour un enfant de 9 ans, parce qu'il a encore cette innocence.
Et donc, pour certains, tu vois, ça va être encore pour le regard de certains, peut-être ça va être mauvais. Pour certains, ça va être une bonne une initiative. Mais pour le plus important, j'ai dit qu'il faut qu'il se bat pour lui, pour qu'il soit soi-même et qu'il ait confiance en lui. Toi, justement, comment t'aurais aimé être guidé quand t'étais petit par rapport, justement, Bah, qu'on à m'apprenne à l'homosexualité? pas avoir peur du regard des autres. Chose qu'aujourd'hui, même si je le fais, si je l'ai encore peur de ce regarde, bah, je fais mes choses et je pense après. Donc, je me dis, c'est fait, tant pis. Oui, bah, au moins Après, c'est je fait. pense au regard, comme je t'ai dit tout à l'heure. Certains moments, je me vois parfois quand je fais mes stories sur mon Instagram. Et parfois, j'ai déjà deux, trois verres que j'ai bu et tout ça, et je suis au milieu d'une foulée avec, je sais que je suis un peu bourré et tout ça. Parfois, je me dis, ah, qu'est-ce que les gens ils vont dire, tanana, je suis pas bien, tout ça. Mais au moins, j'ai fait. Et je sais que sur ce moment-là, pendant que je filmais, j'étais bien. Et c'est l'important. Et je me laisse pas importer après. J'ai dit, bah, tant pis, hein. Oui, au moins, t'as C'est vécu ça. comme t'avais envie de le vivre, en fait. C'est ça. Mais pour les enfants qui ont 9 ans, il faut pas savoir que c'est pas parce que c'est vrai qu'on a 9 ans, on connaît pas la vie, mais on commence à connaître notre corps et nos désirs à nous. Et ça, faut pas jamais interdire à un enfant de ça. Il faut le laisser exprimer ses envies. De n'importe quel sujet, hein, bien sûr, hein. Faut le laisser. Il faut le faire comprendre. Il faut le soutenir. C'est pas, je pense que c'est pas le message, c'est pas plus en l'enfant, mais peut-être aux adultes qui sont avec cet enfant-là. Oui, il y a plein de parents qui avant même d'avoir des enfants ou pendant la grossesse ou quoi, et qui disent, ouais, moi, si mon enfant me dit qu'il est gay, tout ça, j'ai rien contre eux, mais je veux pas. Enfin, on entend encore ça alors C'est que. l'homophobie généralisée. Oui, mais pourtant, ça devrait pas. En fait, c'est des trucs que tu peux plus dire, en fait. C'est comme moi hier, hein, je m'excuse, hier, j'ai mis une story, j'ai écrit gay pride, ça se dit plus. C'est aujourd'hui que c'est ça. Ah, ton fils, il est homo, moi, il n'y a pas de problème, il vient à la maison, mais par contre, sur le mien, j'aurais un peu plus de mal. Donc, en fait, au fond de toi, tu ne l'acceptes pas. C'est juste que c'est comme ça ne te touche pas, toi, ça ne te fait ni chaud ni froid. Oui, c'est ça, en fait, vu que ça te touche pas directement, C'est ça. tu t'en fiches. Voilà. Donc, il y a quand même un peu d'homophobie là derrière. Parce qu'il n'aurait pas, tu n'aurais même pas mentionné. J'ai vu. Quand tu vois un enfant, tu sais, en général, les enfants, on dit, ouais, est-ce que t'as une amoureuse ou un amoureux à l'école? Est-ce que tu dis une amoureuse à un garçon et un. Je me suis perdue là déjà. Une amoureuse à un garçon et un amoureux à une fille? Ou est-ce que tu dis les deux? Non, je dis que j'ai un amoureux. Non, je veux dire quand tu poses la question à l'enfant. Ah non, bah je vais dans le général, effectivement. La première, bah, je pense que l'éducation a été comme ça. Moi, je vais dans le général, je lui demande un amoureuse et après, je réfléchis un peu, oh, un amoureux. Mais après, ça dépend aussi avec la personne bah, l'adulte qui est derrière. Oui, si tu connais l'éducation que le parent a donnée, c'est ça. Exactement. J'ai pas envie non plus que sentir un regard. Comme tu disais tout à l'heure, hein, quand c'est les autres, tout est bon, mais quand ça touche les tiens, c'est peu compliqué. Donc, d'où l'importance, il faut pas juste voir l'enfant, il faut voir qui y a derrière aussi. Parce que Oui. même si tu dis les bonnes paroles à l'enfant, bah, l'éducation derrière, il va écraser tout ce que tu as dit à l'enfant. Donc, c'est un travail mutuel. C'est dans l'enfant et de l'adulte qui est derrière. Ça, c'est mon point de vue, bien sûr. Bah, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a pas encore osé faire son coming out, même si tu as dit tout à l'heure que c'était plus forcément la Il peine. faut qu'il trouve son moment. Et à ces moments-là, il faut qu'il soit, un moment, si c'est le bon moment, c'est parce qu'il est bien avec soi-même. Il faut le moment qu'il soit bien avec soi-même, il faut qu'il ait le courage de dire, c'est pas facile, hein. C'est comme je disais, hein, l'adulte qui est derrière cette personne-là, faut la connaître, hein. Moi, comme j'ai dit, j'étais très vache avec mes parents, hein. Tu regrettes la manière dont tu l'as Non, fait? ça me fait mal au cœur, oui, mais non. Parce que, en fait, j'ai ma place dans ce monde, comme on dit. Chacun a sa place dans ce monde. Et malheureusement, si tes parents ne veulent pas te suivre, faut pas que tu te braques pour continuer. Tu ne dois rien à tes parents, comme moi je dis. On doit rien à nos parents. Oh, je suis d'accord avec ça. Donc, on doit rien à nos parents. Je n'ai pas décidé de coucher à ce moment et envoyer
le petit coureur vers l'ovule pour que je sois là. Et je me dis, déjà, j'ai dû me battre avec je sais pas combien de spermatozoïdes pour être là. En plus, il faut que je me bats avec la société. Non. Je trouve un terrain, je trouve personne qui m'aime. Si tu veux pas faire partie de ma joie de vie, bah, malheureusement, il faut mettre une pause. Je sais que c'est moche, mais je dis que je sais que c'est moche parce que j'ai un très bon lien avec mes parents. Mais tu as des parents qui s'en foutent si ça moche ou pas. Ils prennent les affaires, son gosse, ils le met dehors, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais très vache avec mes parents parce que j'ai un bon lien avec mes parents. Et donc peut-être j'aurais dû agir d'une façon différente, mais peut-être si j'avais pas non plus été aussi cash avec mes parents, peut-être ils ne seraient pas remis tout de suite en question en disant est-ce que je perds mon enfant ou est-ce que je cherche à comprendre, mais je regrette pas. Ouais, c'était peut-être l'électrochoc qu'il leur fallait. Je sais pas, à partir de là, on n'a plus jamais parlé de ça. Ça s'est fait tout seul. Parfois, je parlais de mon homosexualité à ma mère. Comme j'ai dit à mon père, je sais qu'il il m'accepte, mais il y a toujours un petit frein. Mais ma mère, parfois, on revient sur le CG et tout ça, mais elle m'a dit, hein, non, moi, je parle, je dis que tu es avec quelqu'un, je dis que tu fais ça. Bon, de toute façon, bah, du coup, moi, je connais ta mère, hein, mais c'est beaucoup de fierté quand même de tes parents. Oui, parce ils sont, je pense qu'il y a de fierté de mes parents parce ils ont finalement compris ce que beaucoup de parents ne comprennent pas, c'est que même si on a une homosexualité, on reste leurs enfants. Et l'éducation, elle est là. Donc, ils ont appris à réussir, à être enlevés vers la société, à être bien polis, à se battre par ses rêves, à construire une vie financière, à voyager et tout ça. Bah, c'est la même chose. Il y a juste qu'au lieu d'avoir une belle fille, ils ont un bel fils, c'est tout. Très sympa en plus. Le reste, il est là. Hein. J'ai pas manqué le respect à personne. Heureusement, j'ai pas tué personne. Je travaille, j'ai payé mes impôts, je vais au resto, je voyage comme tout le monde. T'es juste un humain sur Terre. C'est juste qu'un cas perdu sur Terre, effectivement. Effectivement. Bah, en tout cas, merci d'être venu, d'avoir Bah, de témoigné rien. comme ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je sais pas si ça se dit, mais je Ça le fait beaucoup dis. plaisir. Je sais, ça se Ça dit me pas. fait Hein. plaisir. Ça me fait plaisir. Ah, un Portugais qui apprend le français. Ah, laissez des commentaires pour voir qui a raison. Là, je rigole. Oh, vous pouvez, hein. C'est bon pour l'algorithme. Non, mais vraiment, merci, ça m'a fait plaisir parce que, bah, vu qu'on a une différence d'âge, nous, des fois, on parle, enfin, il y a plein de sujets que je connaissais pas sur ta vie. Donc, ça m'a Oui, fait hein, plaisir. mais c'est ça, il faut pas non plus après s'intéresser à la vie de ses proches, que ce soit moi, encore une fois, tout ça, mais moi envers toi, de savoir ce que tu fais de la vie, si ça te parcourt de plaisir et tout ça. Parfois, notre propre expérience, il peut t'amener peut découvrir des autres intérêts. Hein. Bah, c'est Donc, pour ça aussi que je fais le podcast. Je trouve ça super enrichissant de discuter, de découvrir les histoires des gens. Enfin, je veux dire, enfin, on est beaucoup sur Terre, mais tu vois. c'est On a génial, tous des histoires différentes. J'ai vu certaines histoires, c'était génial. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais ça existe? Elle a eu oui. ça? Voilà. Alors, c'est pas facile. Après, je sais que le thème homosexualité, ça fait un peu banal parce que ça fait des années qu'on en parle, mais c'est toujours bien d'en parler parce que, combien dit-on? Comment on dit déjà? Les pédés, c'est comme les canapés. Ouais, les homos, pardon. C'est comme les canapés. Il y a toujours un en chaque maison. Tu connais pas? Non. Voilà. Ça a pris un truc. Ah non, je connaissais vraiment pas l'expression. Ok. Voilà. Waouh, je suis. Bah, du coup, ça me choque comme expression. Mais c'est dans le sens, bah, du coup, il y en a partout, c'est ça? Bah, c'est qu'en fait, que l'homosexualité est tout à fait normale. Oui, bah, oui. Comme un canapé, c'est tout à fait normal, il y a en chaque maison. L'homosexualité, même si on parle de la couleur de la peau de quelqu'un, c'est tout à fait normal. Il y en a une en chaque famille. Et c'est vrai, ouais, avec la mixture des ethnies, voilà, il y a tout. De toute façon, tout le monde est ce qu'il est. Hein. Ah J'en oui, fiche. ah oui, grave. Ouais, ça m'a fait. Je redis, ça m'a fait plaisir de Je discuter transpire avec de toi. stress. Ah bon? Mais ça s'est bien passé. Oui, grave. Bon, on va arrêter de te faire stresser du coup. On va Non, signer la fin du tranquille. podcast. En tout cas, n'hésitez pas aussi à venir si vous avez des histoires à raconter. C'est la fin de ce podcast, j'ai oublié de le dire. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout sera dans la description. De vous abonner aussi à notre chaîne YouTube, de nous écouter sur nos chaînes de streaming audio. Je sais pas si ça se dit. Chaîne de streaming audio, c'est ce qu'on va dire. Et puis bah voilà, n'hésitez pas
à commenter, liker. Dites-nous si la vidéo vous a fait plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, on y répondra. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine. Quelque chose à dire? Non, tout va bien. Au revoir. Bye bye. Voilà. Je sais Au revoir. pas. Au revoir. Bye bye. Salut, coupe.